première présentation s'appelle Gérer ses risques avec les normes, avec la norme ISO 27005 et avec MEHARI, et avec comme sous-titre qu'on avait mis dans la publication et dans l'appel dans les invitations à cette manifestation, comment passer des ambiguïtés de la norme, s'il y en a, aux spécifications fonctionnelles d'une méthode. Et la première question que je voulais ouvrir, c'est finalement gérer ses risques. Pourquoi ? Ça paraît évident, c'est pas forcément évident qu'on ait tous le même objectif quand on parle de gestion de risque. Si je rentre dans la norme 27005, dès l'introduction, il est dit la présente norme internationale est conçue pour aider à la mise en place de la sécurité de l'information. Bon, basée sur une approche de gestion de risque, ok. Un peu plus loin, on dit, dans les conditions générales de la norme, on dit qu'il est essentiel de déterminer les objectifs de la gestion de risque, ce qui veut bien dire que c'est pas si évident que ça comme objectif, et qu'il peut être, et on cite à la suite, une réponse aux exigences d'un SMSI, donc plutôt de la 27001, la conformité à la loi, ou la préparation d'un plan de continuité d'activité, ou de la préparation d'un plan de réponse aux incidents, ou la description d'exigences. Bon. On parle de beaucoup de choses, et moi ce qui me frappe, c'est que finalement, l'objectif qui n'y est pas, c'est tout simplement de gérer des risques. Et ça nous amène à ce que nous, on met en avant, et on a réaffirmé encore plus fort, je dirais, avec MEHARI 2010, mais qui est déjà une constante depuis la première sortie de MEHARI, c'était quand même en 1996. Il y a donc déjà un certain temps, et que pour nous, l'objectif fondamental d'une gestion de risque, auquel l'organisme c'est de gérer les risques, c'est-à-dire identifier tous les risques auxquels l'entreprise est exposée, quantifier chaque niveau de risque, prendre des décisions pour les risques qui sont considérés inadmissibles, c'est-à-dire décider qu'on va faire quelque chose pour ces risques, c'est de mettre en place un outil de pilotage et un suivi permanent des risques et de leur niveau, et finalement, c'est de s'assurer que pour chaque risque déclaré inadmissible, on a bien pris en charge ce risque et qu'il fait bien l'objet de mesures telles que ce risque repasse à un niveau admissible. En clair, pour nous, l'objectif fondamental, c'est bien ça, c'est maîtriser ces risques et être sûr que derrière chaque risque inadmissible, on a bien une solution. Donc, il est clair qu'à partir du moment où on part sur des objectifs qui sont, à l'évidence, un peu, non pas différents, mais en tout cas complémentaires, parce qu'on ne peut qu'être d'accord sur dire la gestion des risques, ça doit aider à la mise en place d'un SMSI, la gestion des risques, ça doit aider à mettre en place un plan de continuité. Oui, certes, mais on a cet objectif quand même fondamental en plus, qui est de dire on veut aussi gérer individuellement ces risques et pouvoir prendre risque par risque les décisions nécessaires. Et à l'évidence, ça peut nécessiter des spécifications complémentaires. Et tout un effort que l'on a fait, c'est précisément de dérouler ces exigences pour dire à quelles exigences, à quelles spécifications ça va nous conduire pour une méthode de gestion de risque. Alors on va regarder ça sur les trois étapes fondamentales que sont finalement l'identification des risques, ensuite l'estimation des risques au sens le plus ISO 27005 du terme, et puis la gestion des risques, c'est-à-dire la manière dont on va traiter ces risques. La 27005 prévoit des étapes et on va les regarder toutes en tout cas pas forcément dans le même ordre, mais on va toutes les regarder, qui sont l'identification des actifs, l'identification des menaces, l'identification des mesures de sécurité, les vulnérabilités et finalement les conséquences. Il est intéressant de noter que la norme précise elle-même, en introduction d'ailleurs, que ces activités peuvent être effectuées dans un ordre différent selon la méthodologie employée. Et c'est pas neutre parce que suivant l'ordre dans lequel on prend ces différents aspects, eh bien finalement, on aura effectivement des méthodes d'identification des risques, en particulier pour l'identification, qui seront différentes. Nous préconisons très clairement, et on met en avant, que pour nous, il y a une démarche qui doit être progressive et qui part des besoins. On va dérouler ça un peu plus précisément, qui va consister à analyser quelles formes peuvent prendre ces besoins, puis identifier des vulnérabilités intrinsèques, je reviendrai sur ce terme un peu plus loin, puis les menaces,
et non pas l'inverse, les menaces puis les vulnérabilités, puis les mesures de sécurité existantes, et enfin d'identifier les risques qu'il va falloir évaluer et estimer dans une étape ultérieure. Commençons par le début, les actifs. C'est la première ambiguïté, si on peut parler d'ambiguïté de la norme, c'est de dire comment je vais identifier précisément tous mes actifs si je dois partir de là. Alors on a beaucoup travaillé là-dessus, et ce qui nous a semblé, c'est que finalement, le point de départ, c'est une notion de besoin de l'entreprise ou d'un organisme, quel qu'il soit, et qu'on pouvait décomposer en 3 aspects, qui est d'abord des services. Moi, pour travailler dans mon entreprise, pour faire mon activité, ce pourquoi je suis payé, ce pourquoi mon entreprise attend que j'ai des résultats, je ne travaille pas seul, je n'ai pas que mon cerveau, j'ai besoin de services qui vont m'aider. Les exemples sont légion. J'ai besoin d'un service qui me fasse de la comptabilité. J'ai d'aide pour faire de la comptabilité, j'ai besoin d'aide pour gérer des ressources humaines, j'ai besoin de services. Ces services, ça peut être des logiciels, ça peut être de l'informatique, ça peut être des processus, ça peut être des aides extérieures, ça peut être des conseils. J'ai besoin de services. Ces services ont besoin parfois de données, qui est tout un historique dont je ne peux pas me passer, donc j'ai aussi besoin de données ou d'informations pour faire fonctionner mes services. Puis un troisième type de besoin, que je dirais, c'est un besoin de conformité à un certain nombre de référentiels, qui consiste à dire je ne veux pas travailler non plus n'importe comment. C'est-à-dire que ce n'est pas tout que je fasse mon travail, que j'obtienne mes résultats avec des services et des informations. Je veux aussi me conformer à une éthique, à la morale, pour ceux pour qui la morale a d'importance, ou tout simplement à des règlements, à des référentiels externes qui me sont imposés. Je n'ai pas le choix, ce n'est pas ma volonté, mais je suis obligé de me conformer à la loi, à un somme de règlements, à des exigences contractuelles éventuellement. Donc, il faut aussi que je tienne compte de cet aspect qui est moins technique, mais qui est quand même aussi une exigence. Et ça nous a semblé le point de départ, et on a beau le tourner dans tous les sens, on ne voit pas ce... Ça nous paraît un bon point de départ pour identifier l'ensemble des activités et l'ensemble des points de départ qui vont être les actifs. Alors, on prend toujours le terme actif, hein, c'est clair, c'est la traduction du terme asset. C'est pas terrible comme définition, mais comme maintenant ça a devenu l'usage, gardons actif. Bon. Et ce qui nous semble, c'est que la recherche exhaustive de ces besoins va permettre d'identifier ce qu'on va appeler des actifs primaires, qui sont effectivement ce type de besoins d'information ou de conformité à des référentiels. Une fois que j'en suis là, le besoin, c'est quand même assez conceptuel, tout ça, des services, des informations. Pour aller un peu plus loin, il va falloir que ceci soit matérialisé. On va rechercher sous quelle forme ou sous quel support ils peuvent se présenter, en particulier pour les informations et les données, ou de quoi ils dépendent en termes de contingence pour tout ce qui est services, etc. Et je suis là bien parti sur une arborescence. Je suis parti des services et des données et des conformités. Et maintenant, je vais les décomposer, ces services, en forme, en support ou en contingence. Et on appellerait ça des actifs secondaires attachés à chaque actif primaire. Donc, oui, côté actif, cette démarche, c'est de dire, voilà, on a un entonnoir qui est le bon, on va partir de choses qui sont vraiment faciles, pour lesquelles on peut avoir une démarche systématique et exhaustive, et démarrons comme ça pour les actifs. Deuxième point, les vulnérabilités. Chaque actif va avoir des vulnérabilités. Bien. C'est quoi une vulnérabilité? Quand on regarde la définition qui est donnée dans l'ISO 27000 cette fois-ci, qui est donc la racine, je dirais, qui sert de définition pour l'ensemble des normes de la série 27000, on trouve cette définition, ou du moins sa traduction en français, faille dans un actif ou dans une mesure de sécurité qui peut être exploitée par une menace. Et quand je parle d'ambiguïté, alors là, elle est claire. Je donne 2 définitions dans la même phrase, parce qu'il est bien clair qu'une faille dans un actif ou une faille dans une mesure de sécurité, ce n'est pas du tout pareil. On ne parle pas du tout de la même chose. Ça ne revient pas du tout au même de dire que mon support d'information est dégradable par nature, ou qu'il est volatile par nature, ou qu'il est volable, ou qu'il est amovible par nature, et donc qu'il est susceptible d'être volé, etc., que de dire qu'il manque de protection. Et en particulier, si je veux une recherche exhaustive de ces vulnérabilités, ce que l'on pense et ce qu'on définit dans notre approche, c'est de dire qu'il faut partir des vulnérabilités qu'on va appeler intrinsèques, qui sont bien liées à l'actif et pas aux mesures de sécurité.
il y a quand même un paradoxe de dire, pour chercher les risques, je vais partir des failles des services de sécurité que je mets en œuvre. Ça veut dire que si j'ai ignoré un risque et que si je n'ai pas mis de mesure de sécurité, je n'aurai pas de faille. Donc, finalement, moi j'ai de service de sécurité, moi j'ai de faille, moi j'ai de mesure de faille, moi j'ai de risque, et donc moi j'ai de service de sécurité, moi j'ai de risque. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Bon, enfin bon. Donc, la vulnérabilité intrinsèque nous paraît le bon point de départ de tout ça et qui permet, elle aussi, d'avoir une approche exhaustive, de partir des actifs primaires, secondaires, quelle vulnérabilité intrinsèque ont ces actifs et d'avancer dans l'identification des risques. Donc on définit vulnérabilité intrinsèque, on aura ce mot, et pour parler des failles de sécurité, on parlera de vulnérabilité contextuelle pour les distinguer des premières. Et notre principe, c'est de dire qu'il faut s'appuyer d'abord sur la recherche de vulnérabilité intrinsèque. Enfin, les menaces doivent venir derrière les vulnérabilités pour dire ces vulnérabilités, comment peuvent-elles être exploitées? Qu'est-ce qui peut effectivement être une cause que la vulnérabilité se réalise ou soit exploitée, et c'est la recherche des menaces. Et ce que nous semble, là encore, c'est qu'il faut aller relativement loin dans la définition de ces menaces, parce qu'il nous semble, notre certitude, c'est qu'il faut aller loin dans la définition des menaces, et que c'est non seulement un événement déclencheur, mais c'est aussi un acteur et un type d'acteur, et c'est aussi des circonstances dans lesquelles survient cet événement déclencheur. Circonstances qui peuvent être un processus une phase dans un processus d'activité, qui peut être des lieux, qui peut être un temps, qui peut être tout ce qui fait qu'une circonstance particulière va donner lieu à une description particulière d'un ensemble qui est ce qu'on va appeler un scénario de risque qui part depuis qu'on décrira en remontant le temps finalement, l'actif primaire, secondaire, la vulnérabilité, la menace. Donc c'est le schéma qu'on avait tout à l'heure et qui va permettre, et c'est notre volonté, c'est d'avoir une approche aussi exhaustive que possible pour rechercher et identifier les risques. Et ça nous paraît essentiel si on veut tenir notre objectif, qui est d'identifier tous nos risques pour savoir les gérer. Deuxième partie, l'estimation des risques. Deuxième phase importante, il est clair qu'à un moment, quand on veut estimer les risques, c'est-à-dire pouvoir en juger de la gravité de ces risques, il va falloir un modèle de risque, et ce modèle il doit être adapté à l'objectif que l'on s'est fixé, qui est de gérer les risques éventuellement individuellement. Le modèle que l'on a n'est pas très nouveau, donc je ne le décrirai pas très longtemps, parce que sur le fond, il est quand même constant depuis, ou presque constant depuis la naissance de Méhari. Disons simplement qu'on distingue plusieurs facteurs qui sont, les facteurs structurels, qui ne dépendent que du contexte et du métier de l'entreprise, facteurs qu'on va finalement caractériser par deux paramètres qui sont des conséquences intrinsèques hors toute mesure de sécurité, donc un impact intrinsèque, et puis d'autre part une probabilité ou une potentialité intrinsèque hors toute mesure de sécurité. Ça, si on ne fait rien, au fond, ça revient à caractériser une situation de risque par si je ne fais rien pour ce scénario de risque, quelles en sont ses conséquences et quelle est sa probabilité de survenance. Voilà. Hors toute action. À ça, je rajoute des mesures de sécurité, et ces mesures de sécurité vont bien sûr avoir un effet de facteur de réduction de risque qu'il va falloir que je sache mesurer. Et tout le modèle dont j'ai besoin, c'est de dire si je mets en place des mesures de sécurité, j'ai besoin de savoir quantifier leur effet sur un niveau de risque. Et bien sûr, ce n'est pas tout de mettre en place des mesures de sécurité, ça va forcément dépendre de la qualité de ces mesures de sécurité. On ne peut pas traiter de la même manière une authentification faite par un mot de passe de 4 caractères avec une authentification par token ou une authentification par un processus cryptologique de haute sécurité. Donc la qualité du service de sécurité, à l'évidence, devra bien être prise en compte dans le modèle quelque part pour dire j'ai des facteurs de réduction de risque, ces facteurs ils ne sont pas du tout rien, ils sont modulables en fonction de la qualité de mes services de sécurité. Bon, ça c'est le modèle de Méhari, on ne peut pas l'expliquer en un quart d'heure, donc je vais quand même passer à la planche suivante. Il est rappelé là, avec donc les facteurs structurels, l'exposition naturelle, l'impact intrinsèque, avec des facteurs de réduction de potentialité, et on parle juste là,
pour entrer un tout petit peu dans le détail, de deux types d'effets qui sont la dissuasion et la prévention. C'est-à-dire que je peux dissuader quelqu'un d'agir ou je peux l'empêcher d'agir. Et puis côté impact et côté conséquences, je peux confiner un risque, c'est le limiter physiquement ou jouer sur des mesures palliatives. Ça fait quand même déjà 4 types d'effets sur les services de sécurité. Et parfois, un même service de sécurité a plusieurs effets. Il est bien clair qu'un gardien costaud en basket, jeune, courant vite, c'est à la fois dissuasif, c'est à la fois préventif, ça peut aussi être du confinement, c'est pas du palliatif, mais ça fait au moins 3 effets sur 4. Donc, il est bien clair que pour pouvoir évaluer la gravité et estimer un risque, il va falloir que le modèle soit quand même assez sophistiqué pour tenir compte de ces différents effets. Et tout ça donne une potentialité, un impact résiduel ou une gravité de scénario. C'est le modèle de Méhari depuis quasiment l'origine. La seule chose qui est changée dans cette version 2010, qui est liée à la 27005, c'est qu'avant, il y a toute une part de traitement du risque qui est le transfert sur l'assurance ou sur un tiers, qui est maintenant dans la 27005 traité dans la partie traitement du risque et qui avant était dans ce modèle à ce niveau-là où on intégrait le transfert, avant l'évaluation. Donc, on s'est remis en ligne avec la 27005 pour remettre le transfert du risque à sa place dans la partie traitement des risques. Dernière étape, si je veux gérer mes risques, il faut que je puisse m'appuyer sur un modèle assez complet, je l'ai dit, et que l'on sache fixer. Là, je veux gérer des risques, donc me fixer des objectifs pour réduire ces risques à terme, une fois que j'aurai mis en œuvre mes plans d'action. Donc ça veut dire qu'il faut que je sache déterminer pour un scénario de risque donné, pour une situation de risque donnée, quelles mesures mettre en œuvre, donc quel service de sécurité améliorer, et quel niveau de qualité je dois me fixer pour être sûr de réduire mon risque à terme. C'est-à-dire qu'il me faut là encore des outils assez précis, et que ceci, ma seule conclusion, c'est que c'est difficilement envisageable sans une base de connaissances, mais ça j'en parlerai juste après. Pour dire, voilà, le fait simplement, et j'en suis presque à la conclusion de cette partie, c'est que le fait de m'être fixé des objectifs complémentaires, qui est de dire je veux gérer mes risques de manière individuelle et directe, et je veux les maîtriser, et je veux pouvoir dire en face de chaque situation de risque prise individuellement s'il le faut, voilà son niveau actuel, voilà si c'est acceptable ou pas, voilà ce que je peux faire pour le réduire, et voilà quelles décisions je peux prendre, quelles décisions je prends. Ça a des exigences en termes de principe, et ça a des exigences en termes de spécification d'une méthode. Ce qu'on a fait dans la version 2010, c'est d'expliciter tout cela. Je dirais, c'était un peu sous-jacent dans le Méhari précédent. C'était conscient et écrit plus ou moins dans les documents internes de l'espace méthode. Là, ce qu'on a fait, c'est d'expliciter tout ça et de les diffuser sous un des documents qui est en ligne, je pense déjà maintenant, qui s'appelle Méhari 2010, principes fondamentaux et spécifications fonctionnelles. Voilà. Pour dire, au moins tout ça, on le met sur la table. Si on veut en discuter, on en discute. Mais au moins une fois que c'est écrit, si jamais il y a des désirs de discussion et de débat, vous êtes les bienvenus. Soit sur méhari.info, sur un site d'information, un forum d'information qu'on a sur Méhari, soit en venant à l'espace méthode, soit en nous envoyant un mail à l'espace méthode pour dire je ne suis pas d'accord avec ces principes, allons-y discuter. Nous, on veut bien en discuter, c'est notre conviction, mais notre désir, c'est aussi d'ouvrir le débat, et je ne vais pas faire le point avec la dernière partie qui est le mode open source, mais pour nous, l'avenir, c'est précisément que ce soit ouvert, que les gens puissent en discuter, en débattre, et si on n'est pas d'accord, qu'on en parle.